remarqué ça. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de l'Union des syndicats CGT du département des Bouches-du-Rhône, de vous remercier pour votre participation à ce débat ce soir. Avant d'en venir au vif du sujet, quelques mots sur le déroulé. Pour des questions d'organisation, au cours de la soirée, il y aura 3 interventions sur différents thèmes autour des enjeux de la sécurité sociale. À l'issue de chacune de ces interventions, nous vous proposerons d'ouvrir le débat afin de compléter les interventions qui se veulent courtes pour l'exercice afin de laisser place au débat. Nous intégrerons dans les différents débats les questions posées sur Facebook car notre débat y est retransmis en direct. À l'occasion des 75 ans de la sécurité sociale, il nous semble important d'avoir un temps de discussion autour des enjeux que représente notre sécurité sociale, non seulement dans la période que nous traversons actuellement, mais plus globalement pour aborder le système de sécurité sociale, protection collective et solidaire, qui échappe à la marchandisation, où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. La sécurité sociale est une conquête sociale, une avancée décisive émanant du programme du Conseil national de la résistance, élaboré en 1944 avec la participation de la CGT et concrétisé en octobre 1945 sous l'impulsion du ministre Ambroise Croizat. Son ordonnance précise: la sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants, sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir, et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. Les ordonnances de 1945 créent donc le régime général. La réunion dans une caisse unique gérée par les salariés des anciennes assurances sociales de santé et vieillesse, familiale, des accidents du travail et plus tard, en 1958, de l'assurance chômage, jamais intégrée au système de sécu, seulement à la protection sociale par la création de l'UNEDIC.
Concernant le financement, voilà ce que disait Ambroise Croizat. Faire appel au budget de l'État, c'est inévitablement subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières qui risqueraient de paralyser les efforts accomplis. C'est donc par la cotisation que notre suffisante de la valeur ajoutée. Servant à financer la couverture des risques sociaux, droit à la santé, à la maternité, au logement, à la retraite, etc. Les cotisations sont donc des prélèvements issus des richesses que les travailleurs créent dans leur entreprise et administration, qui échappent au capital et qui doivent rester le principe du financement de la sécurité sociale. Ambroise Croizat considère que la généralisation du système est nécessaire car il ne peut y avoir de sécurité sociale digne de ce nom si elle ne repose sur une très large solidarité nationale. La sécurité sociale se veut donc universelle, ouverte à l'ensemble de la population, généralisée, unifiée dans son fonctionnement, financée par les cotisations, avec une gestion ouvrière, sans patron et sans tutelle étatique. Dès sa création, la sécurité sociale a soulevé de vives oppositions, notamment par le patronat, la mutualité, les médecins, la CFTC. Comme toute mesure qui se veut révolutionnaire, novatrice dans l'évolution sociétale et la vie quotidienne, les gouvernements successifs et le patronat n'ont eu de cesse, loi après loi, mesure après mesure, d'attaquer ces fondamentaux, tant ce système touche aux deux piliers de la bourgeoisie, le pouvoir et l'argent. Ce dont rêve la bourgeoisie, les tenants du capitalisme, les grands patrons, c'est le retour à une main-d'œuvre toujours plus corvéable et mal payée. La mort de notre système et de notre modèle social basé sur la répartition des richesses et la solidarité. Tout cela au détriment des salariés, des retraités, des jeunes, des privés d'emploi, de plus en plus défavorisés, subissant une dévalorisation de leur niveau de vie, tandis que les plus riches sont de plus en plus riches et forcément puissants, puisqu'ils sont représentés dans et par le pouvoir en place. La crise sanitaire a démontré clairement la dangerosité des choix politiques qui ont démantelé les deux piliers de notre système de santé, que sont l'hôpital public et la sécurité sociale. Encore les mêmes choix avec la réforme des retraites, la création de la 5e branche pour la perte d'autonomie ou encore la remise en cause des droits des privés d'emploi au travers des dernières négociations de l'assurance chômage. Pourtant, l'argent existe pour répondre aux droits fondamentaux, aux besoins sociaux, à tous les besoins sociaux. Le PIB par habitant ayant été multiplié par 3,25 entre 1950 et 2010. La question de fond de notre système de sécurité sociale n'est donc pas économique, mais politique. Nous devons donc sortir des logiques marchandes. C'est pourquoi nous pourrons nous tenter d'aborder ces questions sans aborder celles du rapport de force qu'il nous faut construire pour reconquérir une sécurité sociale du XXe siècle digne de la 6e puissance mondiale. Et sans plus attendre, je vais passer pour aborder le premier thème, la parole à Béatrice, s'agissant des natures des attaques que la sécurité sociale a subies depuis sa création. Merci. Oui, pour comprendre les défis auxquels est confrontée la sécurité sociale, il faut d'abord revenir un peu sur son histoire. Donc, je vais faire court parce que ça pourrait prendre des jours, hein, mais on va aller à l'essentiel. Comme Hélène l'a précisé tout à l'heure, en 1945, dans un pays ruiné, le gouvernement de la Libération, sous l'inspiration du CNR et l'impulsion d'Ambroise Croizat, donc imposait la sécurité sociale en France. 6e puissance économique du monde, 30% des Français renoncent à se soigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La Sécu est passée au laminoir. Au fil de 75 ans de déréglementation et de plans successifs,
les multiples attaques ont fragilisé notre système de santé, et pourtant le plus envié au monde. Alors, l'histoire, elle commence comment? Dès 1947, il y a les premières élections, et les effets positifs de la Sécu ne tardent pas à se faire voir. C'est les réductions des inégalités, dans l'accès aux soins, l'amélioration de l'état de santé, de l'espérance de vie, le développement de la recherche et du service hospitalier. Alors, en même temps que les bienfaits font jour, les attaques également, ça ne désarme absolument pas les adversaires, au contraire, ils veulent leur revanche. Donc, aux oppositions de la droite, du patronat, des médecins libéraux, comme disait aussi Hélène, ces oppositions qui se sont tuées un moment par manque de rapport de force de l'époque, d'après-guerre, ils reprennent un peu du poil de la bête et s'ajoutent donc différentes réformes qui vont mettre à mal notre système. Pourtant, les salariés, les citoyens se sont battus à plusieurs reprises pour défendre cette sécurité sociale, mais petit à petit, les coups amputent le système. En première ligne, bien entendu, il y a le syndicat des patronats, donc à l'époque la CNPF, et qui lance une violente offensive contre la sécurité sociale. Elle soutient que la sécurité sociale met en danger l'économie du pays, reproche son coût exorbitant, détériore la compétitivité et freine l'embauche. Ça vous dit peut-être quelque chose, depuis 75 ans, finalement, c'est toujours les mêmes discours qui reviennent. Et bien sûr, sous prétexte qu'il faut s'adapter au monde moderne, comme le travail du dimanche, le travail 48 heures, c'est très très moderne. Voilà, donc tous les reculs sociaux pour eux sont modernes. Là, à l'époque déjà, finalement, ils sont cohérents, on va dire, dans leur lutte. Mais ce que veut absolument, en fait, le patronat, en fait, c'est d'écarter les accidents de travail et les maladies professionnelles de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on les met en responsabilité et financièrement, on leur demande de contribuer. Donc, pour eux, il est hors de question, et d'ailleurs, ils disent que les travailleurs doivent se couvrir eux-mêmes. Les compagnies d'assurance sont faites pour cela. Donc, vous voyez, là aussi, le discours, il n'a pas beaucoup changé. Alors, également, ce qui est insupportable pour le patronat, c'est que les travailleurs soient en capacité de gérer un budget supérieur à celui de l'État. Donc, vous vous rendez compte, on leur prend ce pouvoir-là. C'est parce que c'est ce qui s'est passé finalement pendant les 15 premières années de la création de la Sécu. Ce sont les travailleurs qui disposaient à l'époque donc de 3/4 des sièges qui ont géré complètement les caisses d'assurance maladie, les caisses de sécurité sociale, pardon. Donc, vous vous souvenez, Hélène vous a précisé que la Sécu, en fait, les attaques qu'elle subit, c'est aussi parce qu'elle prend au patron donc, le pouvoir et l'argent. Donc, ils n'auront de cesse, depuis 1945, de vouloir prendre leur revanche et de finalement détruire tout simplement la sécurité sociale. Et tout ça, bien entendu, avec la collaboration, le mot est bien employé, de certaines organisations syndicales et de tous les gouvernements successifs. Pardon, c'est un peu... D'accord. Alors, ainsi, la première attaque de notre système de sécu arrive... la première attaque, la plus grosse, on va dire, la première grosse attaque, puisqu'il y en a eu avant, arrive en 1960, quand De Gaulle, contrairement à ce qu'on dit, à ce que certaines études de l'histoire, il n'était pas pour la sécurité sociale, puisque De Gaulle, dès 1960, instaure le contrôle d'État sur les budgets et renforce le pouvoir des directeurs. Puis dans la continuité, bien entendu, la volonté de la suppression de la gestion par les travailleurs, les ordonnances de 1967 arrivent. Donc là, ça casse l'unicité aussi du système, puisqu'il y a la création de plusieurs branches, et les élections sont supprimées, tandis qu'on impose le paritarisme. Donc, ça fait basculer clairement et simplement la gestion des caisses dans les mains du patronat, puisque chacune des caisses sera dirigée par un conseil d'administration, selon le quota de 50% pour les salariés et 50% au patron.
ce qui donne la possibilité aux petites organisations syndicales employées, même non représentatives, de céder aux sirènes du patronat, ou alors à d'autres, un peu plus importantes, de vouloir tout simplement faire barrage à la CGT, qui était largement majoritaire dans ces caisses. Alors, une fois le pouvoir récupéré, puisqu'on n'a plus la gestion des caisses de sécu, ben là, c'est la porte ouverte à tous les plans de casse qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Alors, on peut parler des plans Bar, Fabius, mais un très important, l'impôt CSG de Rocard en 90. Très lourd de conséquences. C'est une deuxième attaque systémique. Alors pourquoi on parle d'attaque systémique? Juste, je voudrais faire un petit focus sur ça, parce qu'en fait, elle attaque vraiment le système de la sécurité sociale. Il y a eu des attaques, et on va en parler un peu plus tard, qui sont paramétriques, comme, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, dans la réforme des retraites, on parlait d'attaque paramétrique, c'est-à-dire qu'on va changer la durée de temps de cotisation, ou alors dans l'assurance maladie, on va dérembourser certains médicaments, mais quand on s'attaque au système, là on s'attaque vraiment au financement de la Sécu. Quand on s'est attaqué à la gestion des caisses, on s'attaquait à la démocratie. Donc c'est vraiment des attaques systémiques et qui vont vraiment mettre à mal notre sécurité sociale. Elles vont se répéter jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi cette CSG est si gravissime? Parce qu'elle ouvre à la fiscalisation en fait. Elle est introduite dans la loi de financement de 91 et elle acte un changement radical de financement. Elle désengage complètement les entreprises et finalement elle fait payer les assurés et les retraités. Donc viendront ensuite toutes les mesures de Georgina Dufoy imposant les déremboursements successifs, les lois Veil et Balladur allongeant la durée de cotisation et la mise en place du PLFSS dans le plan Juppé. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1995, il y a eu de grosses manifestations, des luttes importantes pour la réforme des retraites, en fait, contre la réforme des retraites plutôt. Ce qui a permis de faire reculer le gouvernement. Mais en fait, dans les plans Juppé, il y avait le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et finalement, ils n'ont jamais cédé sur ça. Comme en 68, ils ont dû reculer sur certaines choses, mais par contre, sur certaines ordonnances, les ordonnances de 67, ils n'avaient pas cédé non plus. Ça prouve bien l'importance pour eux de remettre en cause le système de sécurité sociale. Donc, c'est la troisième grosse attaque de la réforme d'un point de vue systémique. Cette politique de maîtrise des dépenses est à l'origine de la casse de notre système de santé, avec une enveloppe budgétaire limitée et restreinte. L'hôpital public est ainsi démantelé par la diminution drastique de ses financements et l'instauration d'une gestion uniquement comptable. Donc, création de l'ONDAM en 1995, mais plus tard, il y a aussi la T2A, la loi HPST, etc., etc. Cette politique de casse a pour objectif bien sûr aussi d'empêcher les hôpitaux, par manque de moyens, de répondre aux besoins des populations. Hein. Et finalement, c'est des pans entiers d'activités qui sont liés au privé, et c'est une rente pour le privé qui est tout simplement la marchandisation de la santé, quoi. Donc on continue avec les attaques, hein. On passe par Chirac, Raffarin, attentat aux retraites, sans oublier l'ordonnance d'Oust-Blazy de 2004 qui videra les conseils d'administration de leur pouvoir. Ceux-ci deviendront juste des chambres d'enregistrement. Hein. L'ensemble des caisses sera chapeauté par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le directeur est nommé par l'État. Donc vous l'avez compris, la boucle est bouclée. Voilà, tous les jalons sont posés et une voie grande est ouverte pour faire glisser la sécurité sociale vers l'assurantiel. Alors, pour cela, bien sûr, on va vous aider un peu, on va instaurer les franchises, donc je disais tout à l'heure la T2A, la loi Bachelot confiant le pilotage de la protection sociale aussi au préfet sanitaire, les agences régionales de santé. Et en 2013, j'essaie de faire un peu de chronologie, l'obligation de la mutualité d'entreprise avec l'ANI qui accélère la privatisation. Ainsi se dirige-t-on, selon le syndicat des médecins libéraux, c'est même pas la CGT, donc au moins c'est clair,
vers le grand tournant libéral annonçant la fin du monopole de la sécurité sociale en partenariat avec AXA. Voilà, donc là, si quelqu'un n'a pas compris, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. C'est en effet le véritable objectif, donc facilité par des années de casse et de déremboursement et autres. Il n'y a aucune logique comptable, c'est là où il faut comprendre aussi. On nous impose toujours des logiques comptables pour nous réduire les budgets, mais par contre, il n'y a aucune logique comptable à ne pas confier le 100% prise en charge à la sécurité sociale et à avoir des mutuelles. Les coûts de gestion à la sécurité sociale sont à peu près de 4%. Dans les mutuelles, c'est à peu près de 15%. Dans les assurances privées, c'est à peu près de 20%. Donc, vous voyez bien que ce sont des choix politiques. Alors, en 2014 arrive quoi? Le pacte de responsabilité, puis le CICE. Donc, ce projet de casse de la plus belle conquête des travailleurs est porté également, ça, vous l'avez compris, par les diminutions des cotisations, dues en partie par les exonérations et les cadeaux aux patrons. C'est encore plus vrai avec Macron. Ainsi, la privatisation de la Sécu accélère sa marche forcée. Donc, il y a eu l'augmentation de la CSG, je ne sais pas si vous vous rappelez, la réduction des cotisations maladie et assurance chômage. Il y a eu donc toutes les exonérations, tous les cadeaux aux patrons sans contrepartie. Les milliards d'euros d'économisés au détriment des patients assurés et allocataires dans le projet de loi de financement de la Sécu. Encore cette année, malgré la crise, 4 milliards d'économies demandées. L'augmentation du forfait hospitalier. Et que dire de la volonté de réformer le système des retraites. Même si ce projet a été repoussé par une lutte de haut niveau du 5 décembre dernier, espérons que le 5 décembre à venir emmène à la même chose, mais elle a été juste repoussée. On a encore entendu hier le maire et depuis un certain temps, 1 mois, 2 mois, il nous répète la même chose, c'est que ça sera la priorité de la suite du quinquennat. Donc, cette réforme constitue la 4e grosse attaque systémique. La réforme des retraites veut faire sortir le financement des retraites du régime de solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle. Et finalement, on aboutit à quoi? À une retraite individualisée, par points, par capitalisation, comme en fait dans un système d'assurance assurantielle. C'est assez limpide. Autre attaque macronienne, l'assurance chômage, même si vous avez peut-être vu le Conseil d'État a cassé certaines mesures, mais elle reste quand même en place, et pour notamment l'ouverture de droits, ça reste compliqué pour les privés d'emploi. La loi de non-compensation des exonérations, elle est passée dans le projet de loi de financement de 2018. Ça n'a pas fait de bruit, mais finalement, avant, l'État était obligé de compenser le montant des exonérations. Dans le projet de loi de 2018, ça lui permet de ne plus le faire, donc de creuser encore plus le trou, le fameux trou de la Sécu. Il y a aussi donc l'autonomie, la 5e branche de la Sécu avec la branche de l'autonomie financée finalement par la CSG. Et le forfait urgence, voilà. Donc, toutes ces attaques sont incessantes, vous le voyez, et le Covid, finalement, est un nouvel alibi pour continuer les attaques en cours. Et ça n'aura pas le jour d'après, finalement, moi, je ne l'ai pas vu venir, ou alors on le voit venir en pleine face, si je peux me permettre. Donc, le gouvernement décide de porter la dette de la crise exclusivement sur la Sécu. On pourrait dire qu'on va partager, puisqu'on a fait face, on a servi d'amortisseur quand même, etc. On va choyer un peu cette sécurité sociale. Non, il met la sécurité sociale en déficit. Donc 48 milliards, c'est réactualisé là, 48 milliards pour cette année, 27 milliards pour l'année prochaine et à peu près 21 milliards pour l'année d'après. Et sans parler des 136 milliards sous forme de dette sociale, donc sur la CADES, ce sont encore les retraités, les privés d'emploi et les salariés qui vont la payer jusqu'en 2034. Alors sans craindre quoi, la Cour des comptes pousse des cris, les médias relaient l'éternelle propagande anti-sécu. Le seul objectif, c'est quoi? C'est privatiser en fait. La casse de la Sécu passe par son financement et donc la destruction de la cotisation sociale.
Vous en aurez des exemples chiffrés très concrets tout à l'heure dans l'intervention de mon camarade Lionel. Cette destruction de la cotisation sociale, elle n'est pas récente, hein, mais là, elle est vraiment frontale. Le rêve du patronat est finalement devenu une arme du gouvernement. Hein. Il est important de rappeler la quadruple peine qu'elle impose aux bénéficiaires. Elle est tout d'abord une amputation directe du salaire, dont la cotisation est partie intégrante. C'est un salaire socialisé, Hélène nous l'a dit, fondé sur les richesses créées par les travailleurs. Si le salaire net, c'est pour le quotidien du mois, le salaire brut, c'est pour la vie. Donc finalement, en supprimant des cotisations, on vous supprime du salaire. La deuxième peine réside dans la destination même de cette économie, on va dire, parce qu'on fait croire que c'est une économie, en tout cas pour les patrons. Elle n'ira ni vers l'emploi, ni vers l'investissement, mais servira à augmenter les dividendes et à nourrir donc les actionnaires. Après, on a plein d'exemples ces dernières années, avec tous les exonérations exorbitantes qu'il y a eu. Si ça devait créer de l'emploi, on serait en plein emploi en français, sauf que vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Donc, la troisième peine, la hausse de la CSG. La CSG, c'est pas la cotisation, c'est un impôt. Elle fiscalise, donc et étatise un peu plus encore la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut s'imaginer une seconde ce que serait la sécurité sociale si elle était abandonnée complètement aux mains, finalement, de l'État? En Espagne, il a fallu une ordonnance pour réduire drastiquement toutes les prestations, ou alors il suffisait, pareil, d'une ordonnance pour privatiser du jour au lendemain. Donc les dangers sont vraiment très grands. Et la quatrième peine, encore plus lourde, par la fin du principe de solidarité, c'est la mort donc, de la cotisation sociale. Ben, c'est juste la mort de la cotisation sociale, c'est juste la mort de la Sécu en fait. Une coquille vide qui serait livrée au privé, aux assurances, donc, et de façon inégalitaire et coûteuse pour l'ensemble de la population. La fin, finalement, du droit de vivre dignement. Donc, pour conclure, même appauvri et mutilé dans son caractère autogestionnaire, ce régime a posé les bases d'une toute nouvelle pratique, la répartition des richesses. Contraire à la pratique capitaliste courante, et ça explique tout simplement toutes les attaques subies. S'appuyer sur ces séquences historiques montre ce qui marquait déjà à l'époque l'affrontement de classe et qui est, plus que jamais, aujourd'hui d'actualité. Merci. Voilà, si vous voulez, on peut passer au débat. Il y a déjà quelques questions qui sont remontées sur Facebook. Avant de passer aux questions, s'il y a des questions ou des remarques dans la salle, et on intégrera bien évidemment les questions de Facebook pour y répondre. Là. Je veux retraiter trois remarques et une question. Première remarque, d'abord, merci à la direction de notre union départementale d'organiser de telles initiatives, parce que ça fait vraiment partie de la nécessaire bataille des idées sur ce sujet, comme sur d'autres, mais sur ce sujet qui, comme les intervenants l'ont dit, est essentiel. Deuxième remarque, l'histoire est facétieuse. La Sécu a été créée à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et depuis quelques mois, selon notre chef de l'État, nous sommes en guerre. Et on voit bien le rôle, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'il en coûte, on voit bien le rôle d'amortisseur social de notre système, de nos systèmes de protection sociale. Ça m'amène à la troisième remarque, qui était dans l'introduction d'Hélène. Au jour d'aujourd'hui, la Sécu est perçue comme un outil pratiquement de santé, un outil de santé. Et il faut reconvoquer la biographie d'Ambroise Croizat pour comprendre ce qu'a voulu faire
Ambroise Croizat et les camarades à l'époque, c'était de débarrasser le travailleur de l'incertitude du lendemain. C'est-à-dire que c'est une protection sur tous les accidents de la vie. Ambroise Croizat, son père était un militant de la CGT, métallo, et il était tricard. La répression syndicale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il ne pouvait pas travailler. Et Ambroise Croizat a connu une situation dans sa chair d'enfant de sans domicile fixe. Donc quand il crée la Sécu, et Dieu sait que ça lui est contesté, parce qu'il y a la bataille que tu as évoquée de la lutte de classe, mais combien de temps il a fallu qu'on ferraille pour qu'Ambroise Croizat rentre tout simplement dans les noms propres du dictionnaire. C'est très récent, ça date des années 2000. Donc je pense qu'il, notamment par rapport aux plus jeunes des travailleurs, c'est quelque chose qu'il faut rappeler pour rappeler la philosophie de ce qu'est la sécurité sociale, c'est-à-dire c'est le contraire de l'insécurité sociale. Et ça m'amène à ma question et à la situation actuelle, c'est qu'il me semble que l'attaque la plus insidieuse aujourd'hui contre la Sécu, c'est pas l'affrontement de classe, on le connaît, on est armé ça. L'attaque la plus insidieuse, c'est toutes les formes de travail non salarié. L'ubérisation, l'auto-entrepreneuriat, etc., pour que justement ces travailleurs-là échappent au champ de la protection sociale. Ils ne cotisent pas, mais ils n'en bénéficient pas, et on voit bien par les quelques mois qu'on vient de vivre que c'est ceux qui en prennent le plus dans la tête. Et je pense que pour le mouvement syndical, pour la CGT en particulier, là il y a un véritable défi. Juste, s'il n'y a pas d'autres questions sur ces questions, notamment de cotisation, la deuxième partie sera largement abordée, donc on pourra peut-être reprendre sur cette partie-là. On vient d'avoir deux questions qui émanent de Facebook, et notamment une qui dit: serait-il possible d'expliquer en quoi le basculement de la cotisation vers la CSG est dangereuse? Je propose de laisser la parole à Jean-Marie pour y répondre, et sur la question que tu viens d'aborder, Jean-Claude, qu'on puisse la reprendre à l'occasion du deuxième débat. Merci. Alors, en fait, la réponse, Béa a commencé à en parler tout à l'heure. Le problème de la CSG, c'est le problème de la fiscalisation du budget de la sécurité sociale. Donc, très clairement, c'est le glissement du budget qui passe par les cotisations, par tout simplement un basculement sur l'impôt. Alors, vous allez me dire, mais l'argent rentre dans les caisses, c'est la même chose. Et non, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je vous dis, Béa vous en a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Espagne, c'est aussi passé, parce que c'est le système qui veut ça. Vous prenez comme exemple, vous prenez la Grèce, qui a été touchée et qui est touchée depuis des années par les politiques d'austérité. Le financement de la sécurité sociale passe intégralement par les impôts. Donc on fait payer, ils ont choisi ce mode-là. Et donc, on s'est vite aperçu de la limite de ce système-là, puisque quand vous passez intégralement par les impôts, il vous suffit de vous prendre une politique d'austérité et quelques plans européens qui vous segmentent tous les budgets de l'État, et au moins le gouvernement a la même mise dessus et la facilité pour vous dire, eh bien, tout simplement, j'ai plus d'argent, puisque comme vous dépendez de moi, je vous dis très clairement, dans les caisses de l'État, il n'y a plus d'argent, et comme il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent pour la sécurité. Pour la protection sociale chez eux, puisqu'ils n'ont pas le même système que nous. Donc le danger à l'heure actuelle, c'est qu'on glisse petit à petit la part des cotisations, qui était quasiment intégrale à la création de la sécurité sociale. On l'a fait basculer légèrement à chaque fois en rajoutant les impôts, les taxes et la CSG. Et donc on arrive maintenant à quasiment 60% du budget qui est assuré par les cotisations, et le reste qui est assuré par justement la partie État. Donc on a compris la dangerosité. Si à un moment le robinet n'est plus assuré par les cotisations des salariés, le gouvernement aura encore plus de facilité de dire il n'y a plus rien, je ferme le robinet, et là on aura encore plus de mesures d'austérité. Quand on voit ce qui se passe chez nos camarades hospitaliers,
eh bien, évidemment, demain, on aura encore plus de facilité de dire on n'a plus rien pour financer l'hôpital public. Oh, mais vous inquiétez pas, il y a toujours des établissements privés qui pourront assurer derrière. Donc voilà le danger, c'est tout simplement la fiscalisation de ce budget-là qui doit rester impérativement dans les mains des salariés, donc à travers la cotisation salariale. La cotisation. Oui, pour continuer sur la différence fondamentale entre la cotisation et la CSG, c'est-à-dire l'impôt. Ça veut dire que, d'un point de vue de gestion, ça voudrait dire que les créateurs de richesse que sont les salariés seraient éternellement mineurs et incapables de gérer leurs propres ressources. Ça voudrait dire qu'il faudrait un État qui soit supérieur et qui décide à leur place. Ça voudrait dire que jamais les travailleurs géreront. C'est pareil, on peut parler pareil sur la gestion des entreprises. Est-ce qu'on a besoin des patrons pour gérer les entreprises? En fait, c'est un débat qui va très très loin. Évidemment, il s'agit d'être tranquille pour faire les coupes sombres dont on a besoin, mais en plus, c'est rendre les travailleurs éternellement mineurs. Voilà. Devant une question. Patrice. Oui. Alors, parce que cet argent n'a jamais de finances publiques. Donc, avant de poser la question, juste un complément de ce qu'il vient de dire Jean-Marie sur la CSG, la taxation, etc. Parce que ça va dans un double mouvement. Le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, les ministres qui se sont succédés, ont participé au même gouvernement, dans les mêmes buts, et donc dans une politique cohérente. Tous les ministres qui se sont succédés, quand ils ont augmenté la part de la CSG, ils ont mis en place petit à petit ceux qui préparaient, ceux qui veulent faire dans l'étape prochaine, la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le prélèvement à la source. Pour passer d'un impôt progressif, c'est-à-dire par tranche, que vous connaissez tous, à un impôt proportionnel, où tout le monde paye le même pourcentage, et qu'il est très facile de fusionner avec la CSG, qui elle aussi fonctionne sur un principe de proportionnalité. Et le grand changement, c'est que la CSG, c'est une contribution qu'on appelle fléchée, qui ne peut être utilisée qu'à des fins de sécurité sociale. La fusion avec l'impôt sur le revenu fait abandonner ce fléchage et fait rentrer ça dans le grand budget de l'État où, voilà, toutes les années, on vote le budget, un peu plus pour l'armée, un peu moins pour l'école, beaucoup plus pour l'armée, beaucoup moins pour l'école, etc., etc. Et bon, voilà, c'est juste un complément de ce qu'il disait Jean-Marie, parce que moi aussi, je le vis dans ma chair, en tant que des finances. Une question maintenant, pour essayer d'être moins long. Vous avez parlé dans vos introductions de deux ruptures fondamentales, celle de 67 et celle de la CSG. Bon, sur la CSG, moi, on a vécu tout un tas de campagnes pour reconquérir la sécurité sociale, etc., avec tout un tas de propositions de la CGT qui sont peut-être très intéressantes, très larges, et peut-être très difficiles aussi à s'approprier par l'ensemble des travailleurs de France. Moi, j'ai une question qui, je ne sais pas si je vous demande votre point de vue. Est-ce qu'une campagne majeure de reconquête de l'élection des représentants du personnel dans les conseils d'administration de la sécurité sociale, ça pourrait pas être un élément majeur, un acteur vindicatif, non pas unique, mais principal, de la bataille de reconquête de la sécurité sociale? Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais je me suis compris. Il y a une autre question. Ah ben non, attends. Virginie, Jean-Marie, pour répondre apparemment
avec beaucoup d'entrain à la question posée par Patrice, donc je passe le micro. Non, mais je vais répondre aux deux, en fait. Par rapport à la question sur la cinquième branche. Donc la cinquième branche, c'est passé dans la loi organique au mois d'août, mais il doit y avoir encore des discussions sur la gouvernance et le financement. Donc en fait, c'est une loi, on va dire, qui est vide. C'est une loi de com, on va appeler ça comme ça, et en fait, il n'y a rien dedans. Donc ils doivent la remplir. Donc effectivement, le combat ne fait que commencer sur ça, et surtout, c'est à nous aussi d'expliquer pourquoi au final, on ne veut pas de cette cinquième branche, puisque tout ce qu'il y a à faire dans l'autonomie, la sécurité sociale le fait déjà. Voilà. Et donc là, c'est un autre débat sur l'autonomie. Oui, l'assurance maladie, mais la sécurité sociale, je parle en général. Après, la question de Patrice, qui était posée, donc sur la gouvernance. Alors, du coup, je ne vais pas y répondre de suite. Je te laisse le suspense. Parce qu'en fait, c'est dans les réponses que je vais apporter sur les réponses qu'on veut apporter. Mais effectivement, tu l'as très bien dit, je pense qu'une partie de la réponse va passer aussi sur le retour de la démocratie dans nos organismes sociaux et dans la sécurité sociale. Mais je le détaillerai un peu plus tout à l'heure. Voilà. Oui, bonsoir Lucien, au traité des organismes sociaux, justement. Je passerai rapidement sur le fait que le frère de mon père est mort de la tuberculose à l'époque où il n'y avait pas la sécurité sociale. Normal, pour un travailleur. Il n'avait pas les moyens de se soigner. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé succinctement de la cinquième branche, de la création de la cinquième branche de la sécurité sociale sur les personnes fragiles, les handicapés, toutes ces personnes-là qui sont des personnes à part entière. Et la création de cette cinquième branche, pour moi, est un trait extrêmement grave, parce qu'en fait, c'est une forme d'eugénisme. En gros, on sortirait de la solidarité les plus fragiles, les plus précaires, ceux qui ont eu le plus d'accidents de la vie, avec qui il faut être le plus solidaire dans un esprit d'humanité, c'était bien celui d'Ambroise Croizat. Donc par rapport à ça, les choses sont extrêmement simples. Excusez-moi mes propos un peu virulents, mais il faut savoir lire par exemple les rapports des sociologues Payson Charlot, où nos ennemis de classe, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, considèrent qu'avec l'actuelle technologie, etc., il n'y a plus besoin de moyens de protection de ce niveau-là, puisque de toute façon, en gros, enfin sur la France, je ne sais pas, mais dans le monde, entre 500 millions et 3 milliards d'individus qui mourraient parce qu'ils ne sont pas soignés, parce que de toute façon, c'est des êtres inférieurs, comme la cinquième branche, ce ne serait pas très grave pour l'économie. Ma question elle est simple. Ça serait, et c'est notre responsabilité en tant que CGT, Transformation Sociale, de prendre un coup d'avance sur la stratégie que nous avons à mettre en place pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'aperçoivent que ce n'est pas question d'un enjeu de poids des chaînes qui est à négocier, surtout pas. C'est un enjeu de question de vie de nos parents, de nous-mêmes et de nos enfants. À un moment donné, développer une stratégie plus forte en disant les choses telles qu'elles sont, ils veulent notre mort. Et ils ne l'auront pas, c'est nous qui allons gagner. Voilà. Merci. Juste, on va peut-être arrêter 2 minutes le débat avant pour passer la parole à Lionel sur la partie cotisation. Juste 2 éléments qui ont été abordés, notamment la Sécu comme un outil de santé, mais également plus largement. Effectivement, à la sortie de la guerre, la sécurité sociale, par le biais des allocations familiales, a permis une reconstruction rapide du pays, notamment dans la question du logement, mais y compris dans la question sanitaire, pour tout ce qui était le fait que les populations vivent mieux avec la possibilité d'achat de réfrigérateurs pour la conservation des aliments, etc. Et effectivement, c'était cet outil. Et un outil essentiel
qu'il y avait dans la sécurité sociale et qu'aujourd'hui n'existe plus et qui nous frappe de plein fouet, notamment dans la question de la crise Covid, c'est la question de la prévention. Il y reviendra plus tard, Jean-Marie, mais oui, effectivement, tout ça, au-delà de la santé pure, du soin pur, faisait partie des fondamentaux de la sécurité sociale qui a permis, ce que évoquait Béatrix, l'amélioration dans la vie quotidienne, qu'elle soit en termes de santé, mais en termes d'épanouissement de l'ensemble de la population pour en arriver à la population commune. Sur la CSEG, au-delà des aspects de la triple peine sur l'impôt qui a été évoquée, et sur le fait que c'est une partie des richesses créées par les travailleurs que vont se réapproprier les actionnaires ou la grande bourgeoisie, c'est aussi dans sa conception même la forme du basculement qui peut être fait d'un instant à l'autre sur la base d'un modèle basé sur les cotisations à un modèle sur l'impôt. Et la cinquième branche, effectivement, c'est le loup qui rentre dans la bergerie pour ce transfert immédiat. Et comme le disait Béa, avec une loi, on lui permettront de tout basculer. Juste, je voulais dire un mot sur la prévention. Alors, je passe la parole à Béa et elle finit. Jean-Marie sur la prévention. Je ne sais pas si on va dire la même chose, Jean-Marie, si je vais te excuser ton intervention. Juste sur la prévention, tout à l'heure dans mon intervention, je disais que les patrons étaient contre dès le début pour échapper donc aux accidents de travail, etc., aux maladies professionnelles. Et dans la réforme des retraites telle qu'elle est présentée, qu'elle a été présentée l'année dernière, il y a la disparition des CARSAT. Et ça, c'est quand même très important. Déjà, la disparition d'une branche de la sécurité sociale, mais à l'intérieur des CARSAT, c'est bien la prévention des accidents de travail, etc., qui est remise en cause. Et quand on voit aussi tout ce qui est question de prévention de la médecine du travail, ou même la médecine scolaire, on voit bien qu'ils veulent nous emmener sur une responsabilité finalement personnelle et plus du tout collective de la santé, quoi. Je passe la parole à Lionel. Peut-être qu'il faut... Merci. Oui, bonjour à tous. Voilà, dans la continuité des interventions qui ont été faites par mes camarades, toujours avec comme objectif d'expliquer et de contrer aussi cette propagande patronale qu'on subit de plein fouet. Effectivement, c'est une bataille des idées face à un véritable choix de société. Quelques chiffres édifiants sur les politiques menées depuis maintenant plusieurs décennies, dans la continuité de l'intervention de ma camarade. Les problèmes de financement de la sécurité sociale, de la protection sociale de notre pays, aujourd'hui comme hier, ne sont pas le résultat d'un contexte économique, mondialiste ou sanitaire, mais bel et bien la poursuite d'une idéologie capitaliste, libérale, patronale, mise en œuvre par des gouvernements libéraux aux ordres du MEDEF. Un patronat d'ailleurs de plus en plus décomplexé, qui n'avance plus masqué et dont les déclarations ont le mérite d'être claires. J'en veux pour preuve la déclaration qu'avait pu faire Denis Kessler, alors numéro 2 du MEDEF, en 2007, sous Sarkozy, dans la revue Challenge, où il déclarait « La liste des réformes à mener, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception, elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Cette idéologie n'a eu de cesse donc de réduire le champ d'intervention de la sécurité sociale, mais aussi, surtout, d'exonérer toujours plus le patronat de ses obligations de financement de notre système de sécurité sociale. Au début des années 90, 93% de notre sécu était financé par les cotisations salariales et patronales. En 2019, c'est plus que 50%. Donc, contrairement à ce que prétend la propagande patronale, nous ne sommes pas face à un problème de dépenses, mais bien de recettes.
Depuis des décennies, on ne cesse d'exonérer les patrons de leurs obligations, asséchant de facto le financement de notre sécurité sociale. L'allègement des cotisations patronales sur les bas salaires mis en œuvre en 1993 sous le gouvernement Balladur était limité à une réduction de 5,4 points du taux de ces cotisations jusqu'à 1,1 SMIC et 2,7 points de 1,1 à 1,2 SMIC. Les réformes de 1995 et 1996 sous le gouvernement Juppé ont conduit à l'instauration d'une ristourne dégressive correspondant à 18,2 points de cotisation au niveau du SMIC et diminuant linéairement au-delà pour s'annuler à 1,33 SMIC. De 1998 à 2002, sous le gouvernement Jospin, ce dispositif a été fortement étendu pour soi-disant compenser le passage de 39 à 35 heures par semaine sans diminution du salaire mensuel. L'allègement a alors été porté à 26 points de cotisation au niveau du SMIC et diminué à un montant fixe de 600 € à partir de 1,7 SMIC. En 2003, le gouvernement Fillon a maintenu la réduction de cotisation de 26 points au niveau du SMIC et fixé le seuil de sortie du dispositif à 1,6 SMIC en supprimant la part fixe de l'allègement. Pacte de responsabilité et de solidarité, présenté en janvier 2014 par le gouvernement Ayrault. L'allègement des cotisations patronales était, depuis le début de 2016 jusqu'à la fin de 2018, de 28,45 points au niveau du SMIC et décroissait linéairement jusqu'à s'annuler à 1,6 SMIC. Son coût s'élevait à 23 milliards d'euros en 2018. Le pacte de responsabilité et de solidarité comporte également une exonération des cotisations patronales à la branche famille jusqu'à 3,5 SMIC. Celui-ci est supprimé et remplacé par un nouveau dispositif en 2019. D'une part, une réduction de 6 points des cotisations des employeurs à l'assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. D'autre part, un allègement supplémentaire de 4 points au niveau du SMIC et diminuant au-delà jusqu'à devenir nul au niveau de 1,6 SMIC, portant surtout sur les cotisations des employeurs au régime de retraite complémentaire à partir de janvier 2019 et à l'assurance chômage à partir d'octobre 2019. Par rapport à la situation de 2018, l'allègement supplémentaire est au total de 10 points au niveau du SMIC, de 10 à 6 points entre 1 SMIC et 1,6 SMIC et de 6 points entre 1,6 et 2,5 SMIC à partir d'octobre 2019. Leur coût total était de 27,8 milliards d'euros en 2019 et il n'y a plus de cotisation patronale à la sécurité sociale au niveau du SMIC. Le CICE, selon l'article 244C du Code général des impôts, il avait pour objet le financement, l'amélioration, la compétitivité des entreprises, etc. Bon, le recrutement, la prospection de nouveaux marchés, la transition écologique, énergétique, je passe. Il ne pouvait, en revanche, toujours extrait du Code des impôts, ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. L'entreprise, par ailleurs, se devait de retracer dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément à ses objectifs. Or, la direction des finances publiques a confirmé qu'elle n'exerçait pas de contrôle de l'emploi du CICE si l'entreprise a l'obligation de retracer l'emploi des sommes perçues. Celui-ci n'est pas un sujet de contrôle fiscal. Ce rôle reviendrait-il alors aux représentants du personnel? Toutes les études démontrent que les élus du personnel n'ont jamais pu peser sur l'utilisation du CICE, car ils étaient seulement consultés, comprenez, ignorés. Seul voie de recours, selon le rapport d'information de l'Assemblée nationale, le comité de suivi régional qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi, avec pour mission de vérifier l'utilisation du CICE conforme à son objet, sauf que les comités régionaux n'ont jamais été mis en place. CICE transformé en réduction de cotisation sociale en 2019, une réduction de 6 points du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie pour les rémunérations brutes inférieures ou égales à 2,5 SMIC.
Coût du CICE 2019, effet sur les finances publiques. Le CICE représente un coût pour les finances publiques. Ce coût est évalué à 11,3 milliards d'euros en 2013, à 19 milliards d'euros en 2015 et estimé à 21 milliards d'euros en 2018. En 2019, le coût cumulé est de plus de 100 milliards d'euros. Ce qui n'a pas empêché mes camarades, Macron, le président des riches, de supprimer en plus l'ISF, l'exit tax, portant avec le CICE à environ 200 milliards par an de cadeaux au patronat, en aide, exonération de cotisations sociales et niche fiscale, soit 10% de notre PIB. L'exonération des cotisations dites Fillon. Un petit retour sur la mise en place des 35 heures, où il a fallu aider ces pauvres patrons. Première loi, loi O'Brien, un tiers des cotisations en moins conditionnées à l'embauche de 10% du personnel, en plus par rapport à l'effectif de l'entreprise. Les patrons, bien sûr, pleuraient. Un an et demi après, deuxième loi Aubry 2, même réduction, mais l'obligation d'embauche disparaît. Le patron n'a juste qu'à déclarer que l'exonération lui permet de conserver les salariés. Sous Sarkozy, Fillon, qui considère que c'est trop compliqué, fusionne les deux et fait disparaître à la fois la notion de réduction de temps de travail et transforme le tout en réduction pérenne. Donc, à tous ceux qui prônent la fin des 35 heures, il faudrait opposer également la fin de l'exonération Fillon, qui est le fruit de la fusion des lois O'Brien et Aubry 2, liées à la mise en place des 35 heures. Et malgré ces milliards, malgré toutes ces exonérations, le patronat trouve le moyen de frauder. Et ce n'est pas la CGT qui le dit, mais la Cour des comptes, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une juridiction forcément proche de la CGT. La Sécu perd environ 20 milliards d'euros de cotisations par an. Ses moyens de contrôle sont amputés. En octobre 2014, la Cour des comptes estime que la fraude des employeurs aux cotisations sociales entraîne un manque à gagner pour la sécurité sociale entre 20 et 24,9 milliards d'euros. Un sport national en plein boom, cette fraude a doublé depuis 2007, indiquait la Cour des comptes, soulignant l'inventivité mise en œuvre par les employeurs pour échapper à leurs obligations. En l'état actuel des choses, seuls 11,64% des entreprises font l'objet d'un contrôle par an. 65% sont en fraude. Rapport de la Cour des comptes 2014. Et là, c'est le rapport sorti il y a 6 ans sur une situation arrêtée. Il est fort à parier qu'en 2020, la situation est empirée avec les politiques de Macron et Hollande avant lui, et que les moyens de la branche recouvrement de la Sécu, qui est la seule à contrôler ces fraudes, et vu sa capacité d'intervention diminuer, parce qu'on sait que chaque année, malheureusement, avec les réductions de budget liées au COG, les moyens d'intervention sont de plus en plus limités, le nombre de contrôleurs, etc., etc. Donc les patrons fraudent de façon massive, c'est un fait avéré. Ils fraudent à hauteur de 30 milliards d'euros pour la Sécu, et sans parler du fiscal, estimé à 100 milliards d'euros. Ainsi, les profits s'accumulent pour les capitalistes. L'indice Anderson des dividendes mondiaux, du Anderson Global Dividend Index, vous m'excuserez pour l'accent, établi par le cabinet Anderson aux États-Unis, sur demande des plus importants fonds américains, dont Goldman Sachs, a pour mission d'analyser les résultats comptables des 1200 plus grandes entreprises cotées au CAC 40. Son constat est sans appel. Depuis plus de 4 ans en Europe, c'est en France que l'on verse le plus de dividendes aux actionnaires, notre pays se hissant même au 2e rang mondial derrière les États-Unis. Il n'y a pas plus incontestable comme source, puisqu'elle émane du chantre même de ce monde capitaliste ultralibéral. Les entreprises du CAC 40 ont versé 49 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires en 2019, soit 15% de plus qu'en 2018. En pleine crise sanitaire,
elle s'apprête à en verser 30 milliards. Un salarié travaille plus de 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires en 2020. C'était 9 jours dans les années 80. La démonstration est faite que leur soi-disant coût du travail n'existe pas. Le seul coût est bien celui du capital. Sur les PLFSS, les fameux projets de loi de finances de sécurité sociale, la loi, donc sur le PLFSS 2018, la loi forçait l'État à compenser les mesures d'exonération prises. Ainsi, pour tant d'euros de cotisations exonérées, l'État versait autant à la Sécu. Cette règle a pris fin en octobre 2018 dans l'indifférence générale. L'article 19 de la loi de finances de sécurité sociale a prévu la fin de la compensation par l'État des exonérations nouvelles. Il met en place la possibilité par l'État de piocher dans les cotisations sociales. Résultat, PLFSS 2019, 20 milliards de cotisations prélevées sur les salaires pour notre protection sociale, censé payer nos retraites, etc., sont transférés sur la CADES, où on a mis la fameuse dette de la crise de 2008, avec l'emprunt d'État à hauteur de 300 milliards. La CADES qui devait être, comme l'a dit ma camarade, soldée en 2024, donc, qui était remboursée par le prélèvement CRDS à hauteur de 0,5% sur tous les revenus, donc, dont la disparition était programmée à 2024, a été prolongée en mai dernier jusqu'en 2033 pour financer le transfert des 136 milliards de dettes sociales dues à la crise Covid. Donc quand ils disent qu'il n'y aura pas d'impôt au Covid, c'est faux, puisqu'ils ont d'ores et déjà pris cette mesure. Et c'est des sources, je veux dire, vérifiables. Donc ce gouvernement suit donc, on le voit bien, une logique patronale, à la fois de destruction de notre modèle social, tout en exonérant et en faisant toujours plus de cadeaux à coups de milliards au patronat. Tout comme la crise de 2008, la crise sanitaire va justifier pour les capitalistes la destruction de nos conquis sociaux, de notre protection sociale, de nos retraites, de nos congés payés et justifier encore des baisses de salaire. Nous sommes dans une société de personnalisation des profits, des dividendes pour une élite, où les gouvernements ouvrent les vannes à coups de milliards, chômage partiel, aide en tout genre pour cette même élite, quand on doit faire face à des crises, 2008, crise Covid, des milliards qui devront être remboursés par la population. Donc, bien évidemment, à la CGT, on défend un autre modèle de société et on pense qu'une autre répartition des richesses n'est pas qu'une utopie. On pourrait ainsi, si nous faisons ce choix de société, avoir une sécu à 100%, car de l'argent, il y en a au regard de tous les éléments que je viens d'expliquer longuement. Voilà, et je laisse la parole à Jean-Marie qui abordera dans son intervention donc les propositions CGT qui existent, les solutions. Voilà, donc je ne vais pas empiéter sur son intervention, mais voilà, je vous remercie en tout cas, mes camarades, même si ça a été un petit peu long, mais je pense que c'est nécessaire de tordre le cou à beaucoup d'idées reçues, parce qu'on subit de plein fouet une propagande qui est virulente de la part de tous ces gouvernements, de la part de la droite, du patronat, et c'est important qu'on ait également les clés pour pouvoir comprendre les enjeux et ce qui se passe. Voilà, merci. Merci Lionel, et c'était vraiment pas un exercice facile parce qu'il y avait beaucoup de chiffres à donner et il me semble que c'était très explicite. Donc on revient au débat si vous en êtes d'accord et s'il y a des questions, des remarques, des interventions. Peut-être Jean-Claude que tu veux compléter à partir des propos évoqués. Fais pas ça, Jean-Claude. Juste Jean-Claude, après on pourra Pascal. C'était l'engagement qu'on avait pris avec Jean-Claude.
Tiens, les engagements. Pardon? C'est très bien. Très bien. Oui, parmi les mythes ou les légendes urbaines, il y a évidemment, en complément de ce que vient de démontrer brillamment, même si c'est difficile les chiffres, mais en tant qu'économiste, j'ai apprécié la démonstration, c'est le fameux trou de la Sécu. C'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait un micro-trottoir et qu'on pose la question quels sont les mots attachés à la sécurité sociale, parmi les premières occurrences, on aurait effectivement le trou. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans le combat, et je reviens sur ce que disait Béatrice tout à l'heure, le combat de classe qui constitue à tuer cette sécu, ils l'ont toujours en travers de la gorge. Quand Kessler, décomplexé, dit ce qu'il dit, c'est qu'ils n'auront de cesse que de la tuer. Je rappelle les derniers mots de 3A à l'Assemblée nationale quand il présente la création de la Sécu. Il dit la Sécu on a gagné, je suis pas sûr, mais je suis sûr de ce que je vais dire maintenant, et on la défendra en mourir. Bon, on voit bien l'intensité du combat. Et donc, là, c'est de façon larvée, on essaye de mettre dans la tête des gens que la Sécu, ça coûte, que la Sécu, il y a un trou, etc., etc. Alors que c'est une construction politique, il n'y a rien d'économique là-dedans. Hein, c'est une construction politique. Et que, pour faire court, chaque fois que l'État décide d'exonération pour le patronat, il ne paye pas, hein, il fait des chèques sans provision, c'est-à-dire qu'il décide et il ne le paye pas. Je crois que c'est ça qu'il faut bien reconnaître, parce qu'il y a deux lois qui sont votées chaque année au Parlement, il y a le budget de l'État et le budget de la Sécu, et l'État se permet, et ça reviendra certainement aux questions de gouvernance derrière, mais l'État se permet de faire des chèques sans provision en exonération au passage de 20 milliards les patrons de cotisation, mais sans pour autant combler, de faire le chèque en tant qu'État. Sur les conséquences du manque de financement de la sécurité sociale dans nos hôpitaux publics. D'abord, dans les hôpitaux marseillais, à la PHN, il y avait 14 établissements. Il n'y en a plus que 4. Donc ça montre bien toutes ces attaques. Bon, après, les conditions de travail se déplorent d'année en année. Ensuite, ben voilà, on est de moins en moins d'effectifs. Les soins sont de moins en moins de bonne sécurité, les provocations et pour les agents. Et voilà quoi, moi je pense que ça suffit. Il faut que les jeunes prennent conscience que la sécurité sociale, sans ça, on n'est pas dans une société humaine. Voilà. La question sur le budget de la sécurité. Oui. Juste. Oui. Juste une question là, qui remontait sur le budget de la Sécu, et je vais passer la parole à Béatrice pour y répondre. Y compris pour bien mesurer l'enjeu de ce qu'on a pu évoquer dans un premier temps sur le pouvoir et l'argent. C'est ça, parce qu'en fait, pourquoi toutes ces attaques, c'est bien parce qu'il y a une manne financière qui leur échappe depuis 1945 et donc qui veulent récupérer. Donc le budget de la Sécu, c'est 2 fois le budget de l'État. Donc vous vous rendez compte combien c'est considérable. Et ça représente 537 milliards d'euros. Donc après, c'est aussi pour permettre de relativiser quand on nous parle déjà du faux trou de la Sécu, mais quand on nous parle aussi, l'année dernière, on était à 4 milliards de déficit. Bon, on a vu, si on rajoute les 25 milliards par-ci, par-là d'exonération, on serait largement, on aurait largement de quoi donner les moyens à nos hôpitaux et à nos différentes branches de Sécu pour améliorer le quotidien de tout le monde.
Donc c'est pour ça que Claude Bébéard, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est président d'AXA, qui disait « La santé est un marché, la concurrence doit s'exercer librement ». Donc pour lui, forcément, se mettre à mal la Sécu permettra petit à petit de dire, avec ce fameux truc de la Sécu, que finalement c'est intenable, on ne peut plus, et que même d'insatisfaire les assurés sociaux au fur et à mesure, ou les patients, etc., qui vont aller plutôt vers du privé. Et c'est également leur projet dans les retraites, hein, parce que la retraite, c'est tellement, le projet de retraite, c'est finalement la retraite par capitalisation, ça te permettra juste d'avoir une petite retraite très insuffisante et du coup ouvrir la porte aux retraites complémentaires par les assurances privées. Donc vous voyez que leur projet est bien ficelé, heureusement que la CGT est là pour l'analyser et le combattre. Merci. On va passer la parole à Jean-Marie, y compris sur la question des propositions pour une reconquête de la sécurité sociale. Alors, je vais essayer de ne pas faire dans la redite, mais je vais d'abord commencer mes propos sur pourquoi on est là ce soir. On est là aussi parce que la sécurité sociale, elle fait 75 ans aujourd'hui. Ça fait 75 ans que on a dans notre pays le meilleur système de santé au monde. Et ça, il faut qu'on en soit fier. Et partant de là, qu'on le défende. Car très clairement, je ne vais pas refaire le déroulé de tous les camarades. On l'a bien compris, j'en reparlerai tout à l'heure sur la répartition des richesses. Depuis sa création, nous n'avons eu de cesse de le défendre, mais nous avons eu de cesse d'avoir des ennemis de classe qui veulent priver la majorité de la population de la sécurité sociale. Et le premier des arguments, ça a été de dire tout simplement, c'est un système qui ne marche pas, qui n'est pas fiable. Et ça fait des années, hein, ça fait depuis sa création, qu'on me dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est ce système? Moi, je vous invite à voir les attaques du patronat et de certains partis politiques sur la sécurité sociale et la viabilité de ce système-là. Mais il est tellement mauvais ce système que ça fait 75 ans qu'il protège notre pays quand même. Donc je remets quand même en question ces attaques. Et l'histoire nous l'a prouvé aussi à travers tout simplement les crises que l'on a connues. On ne va pas remonter dans le temps très loin, hein, les crises financières qu'on a connues. Là où des pays se sont effondrés, là où des pays ont complètement appauvri leur population, nous on a passé le cap. Alors mal, parce qu'effectivement à chaque fois on laisse des parties entières de la population, mais c'est parce qu'on a affaibli ce système-là. Mais on a pu passer ces étapes-là en protégeant la majorité de la population parce qu'on avait la sécurité sociale et derrière tout le système de santé que l'on a à l'heure actuelle. La crise du Covid, c'est la dernière couche du gâteau. Il faut voir que dans notre pays, si on n'avait pas la sécurité sociale, parce qu'il y en a beaucoup qui la critiquent, mais quand les gens se sont retrouvés au chômage partiel, quand les gens se sont retrouvés en arrêt pour garder leurs enfants, qui paye? Qui paye? Regardez ce qui se passe à l'étranger. Donc tous les gens qui attaquent la Sécu, moi je leur dis regardez ce qui se passe à l'étranger. Et dites-moi quel pays a mieux supporté cette crise sanitaire que la France. Alors, évidemment, on a des soucis, parce que les camarades l'ont très bien dit lors de leurs interventions, ça fait des décennies qu'on attaque et qu'on affaiblit la sécurité sociale. Mais il faut se servir de cet anniversaire-là, de 75 ans de la sécurité sociale, pour dire, ben voilà, on a un système qui, nous, on trouve qui est viable, qui est le meilleur au monde. Il ne faut pas le réformer, il faut l'améliorer. Il faut qu'on améliore ce qui existe.
n'enlevons rien sur ce qui existe, il faut l'améliorer. Il faut améliorer la machine. Alors évidemment, une partie de la réponse, c'est que ça passe aussi par les politiques. Ne nous trompons pas, chaque année, depuis des décennies, de là à l'heure actuelle, on vote des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des PLFSS, qui n'ont eu de cesse, chaque année, d'être de plus en plus austères. Donc on demande à la sécurité sociale et derrière le système de santé de faire toujours mieux avec moins. Et c'est là où effectivement on voit ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, c'est-à-dire qu'on a touché du doigt le fait qu'on a un système qui serait en capacité déjà d'éviter tous les morts qu'on a connus, mais surtout qui aurait pu être encore mieux protecteur pour notre pays si on n'avait pas affaibli depuis des années. Mais on l'a affaibli pourquoi? Parce que vous avez des gens qui, à l'Assemblée, qui au Sénat, valident ces politiques d'austérité. Donc, effectivement, on a des réponses à apporter. On a des réponses parce que le problème de la sécurité sociale, quand on nous reproche souvent de dire la sécurité sociale, ça nous coûte cher. Il y a trop de dépenses à la sécurité sociale. Et nous, on dit non, il n'y a pas trop de dépenses parce que, premièrement, la santé, et je pense qu'on peut le dire à tout le monde, la santé n'a pas de prix. Et vous pouvez prendre le meilleur ennemi de la sécurité sociale. Le jour où il a une maladie grave, où il risque sa vie, il est content d'être soigné. Il est content qu'on puisse lui donner des médicaments et qu'il ait accès aux soins. Moi, j'ai envie de dire, c'est la meilleure preuve qu'on a besoin de cette sécurité sociale. Donc, on ne souffre pas de trop de dépenses, puisqu'on a ce qu'il faut pour dépenser et répondre aux besoins, mais on souffre de recettes, on souffre d'entrée d'argent. Alors, il y a deux types sur l'entrée d'argent. Il y a l'entrée d'argent nouvelle, les nouveaux entrées d'argent, pardon, on en parlera tout à l'heure, et puis on a l'argent qui devrait rentrer et qui ne rentre pas. Ça aussi. Parce qu'avant de parler des nouvelles entrées, il faudrait parler aussi des gens qui ne payent pas ce qu'ils doivent à la sécurité sociale. Alors, avant de rentrer dans le détail, moi je vais parler d'un point majeur, parce qu'à l'heure actuelle, et on va en souffrir, je pense, dans les mois, les années qui arrivent, parce que cette crise va créer une crise économique, je pense, sans précédent, c'est le problème du chômage. Parce que, effectivement, à travers le chômage, c'est un point d'accroche primordial pour la sécurité sociale, puisqu'à travers le chômage, c'est les salaires, et à travers le salaire, c'est les cotisations. Donc, quand on parle de chômage, on parle aussi de sécurité sociale. À l'heure actuelle, on le voit, il n'y a pas de vraie politique de chômage. Pourquoi? Parce qu'on entretient cette masse de chômeurs pour dire, ben voilà, on va vous mettre la peur, et derrière cette peur-là, on pourra vous faire passer tout ce qu'on veut. Et on l'a très bien vu, ça a été expliqué par les camarades au niveau du SMIC. On a dit, voilà, maintenant, vous devez l'accepter, cette fatalité qu'on met dans la tête des gens, de dire, bon, ben voilà, il faut l'accepter, accepter de prendre n'importe quel travail, ou accepter de prendre un travail, mais rémunéré en dessous de ce qui doit être. Et donc on a créé cette tranche où on dit, bon ben voilà, on va vous embaucher, puis on vous embauche au SMIC. Ah mais oui, c'est vrai que derrière on ne vous dit pas que si on vous embauche au SMIC, eh ben voilà, on ne paye pas de cotisation. On ne paye pas de cotisation. Donc c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de la sécurité sociale. Ça, il faut le voir aussi dans cette analyse-là. C'est-à-dire que depuis des années, on nous met la tête sous l'eau en nous disant, mais voilà, il faut accepter l'inacceptable. Donc il faut qu'on ait une vraie politique d'embauche, que ce soit au niveau des jeunes, et que ce soit aussi l'accompagnement des retraités, tout simplement vers la retraite, et donc de faire cette passation de génération. Donc ça, je pense que c'est très important, parce que travailler sur le chômage, c'est travailler aussi sur le financement de la sécurité sociale et sur l'argent. Donc une des principales, j'ai envie de dire, revendications,
Ben, c'est tout simplement la fin des exonérations quand vous embauchez des gens au SMIC. Pour les patrons, je parle. Hein. C'est tout simplement de faire payer les gens qui doivent payer. Parce qu'à vous, chaque mois, on ne vous fait pas d'exonération de cotisation, il me semble. On n'a pas d'exclus. Et je pense qu'on a des moins bons salaires que nos patrons. Eux, par contre, Lionel a très bien expliqué, à chaque fois, ils viendront se plaindre aux différents gouvernements en disant c'est inacceptable. Après, il faut faire la nuance entre ce qu'on appelle le grand patronat et le petit entrepreneur qui est presque même au même niveau qu'un salarié lambda. Je fais la différence, hein, attention. Mais il faut qu'on récupère et surtout qu'on réfléchisse à une vraie politique à travers le Pôle emploi, parce qu'on l'a très bien vu à travers le début de la première phase de la réforme du Pôle emploi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais encore une fois, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on va créer des tranches entières de population dans la précarité, et puis ça va être l'armée du Mexique. Et on dira aux autres, ben voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation, ben il faudra accepter. Et ça sera toujours ce chantage-là. Donc je pense qu'il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur le fait, ben, tout simplement aussi de taxer les petits contrats. C'est-à-dire qu'à un moment, les emplois précaires, on arrête. Les emplois en CDD, enfin tout ce qui est, et on l'a vu, l'explosion des Uber Eats et de tous ces contrats où on veut dire, bon ben voilà, sois content, tu as un boulot. Ouais, mais bon, j'ai un boulot, mais bon, je risque ma vie, j'ai pas de couverture, j'ai un salaire de misère. Ah ben oui, sois content, tu as un boulot. On arrête le chantage. Et effectivement, on travaille sur des vrais contrats de travail, des vraies rémunérations, c'est-à-dire qu'on paye le travail ce qui doit être. Et voilà, donc je pense qu'il faut en parler parce qu'effectivement, là, depuis des années, depuis quelques mois surtout, si vous avez remarqué, on ne parle plus du chiffre du chômage du coup. On oublie le chiffre du chômage, mais on va nous ressortir, hein, parce que dès qu'on pourra redéconfiner, on va vous dire, vous voyez, maintenant c'est la crise, c'est le chômage, donc il va falloir tout accepter, sinon vous allez être licencié, sinon, non. Il faut qu'on ait une vraie réponse par rapport à ça, et surtout, refuser ce chantage au chômage. Après, tout à l'heure, je vous en parlais, une autre solution, c'est d'aller chercher des nouvelles recettes. Donc, parmi les solutions sur les nouvelles recettes, j'ai envie de dire, on fait du nouveau avec de l'ancien. Puisque une des propositions, c'est de revoir l'assiette des cotisations. Revoir l'assiette des cotisations, c'est tout simplement se dire, ben, à l'heure actuelle, les cotisations, il y a eu un niveau qui a été stabilisé, gelé depuis des années. Il faut le revoir. Il faut le revoir surtout du côté du patronat, parce qu'on a ce qu'on appelle des entreprises maintenant, puisque ça a été l'explosion avec Emmanuel Macron de cette Startup Nation, où vous avez des gens qui font des millions d'euros, mais où il n'y a personne. Vous avez une vitrine, une personne, un ordinateur, et puis ça gère des millions d'euros. Et donc là, on paye les mêmes cotisations que quelqu'un qui fait l'effort de créer des emplois, de payer des salariés derrière. Donc moi, je prends toujours l'exemple puisque c'est encore plus d'actualité, et puis bon, ces gens-là, on les connaît depuis longtemps, les caissières de Carrefour. Alors, on parle de Carrefour, on pourrait en parler d'autres personnes, mais quand vous avez des caisses où vous avez des armées de caissières, donc qui sont payées au lance-pierre, mais vous avez des caissières, et maintenant vous avez des caisses automatiques. Et maintenant vous avez des magasins qui sont complètement vides et automatisés. Et là, il faut revenir sur et c'est là où on revoit l'assiette des cotisations. Moi, cet exemple, c'est qu'il faut moduler les cotisations en fonction du ratio de la masse salariale et de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous créez de la richesse, soit vous avez des emplois qui vont avec, soit on vous régule la cotisation, c'est-à-dire mettre une cotisation fluctuante qui serait réglée en fonction de ce que vous créez et des emplois derrière qui sont engendrés. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, vous créez des millions,
La cotisation, vous l'allez la payer plus cher que quelqu'un qui va embaucher 4 personnes pour faire la même chose. Voilà. Donc ça, il faut y penser parce que ça fait des années que, évidemment, encore une fois, les patrons ont pleuré pour geler les cotisations. Et puis c'est surtout, ça revient sur ce que les camarades ont parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous gelez les cotisations mais qu'il vous faut du financement, vous direz, ah, mais vous inquiétez pas, on ne va pas toucher les cotisations, par contre, on va augmenter la CSG. Et donc, effectivement, on passe du financement à la cotisation à un financement étatisé à travers l'impôt et à travers la CSG. Après, l'autre recette sur laquelle on pourrait agir assez rapidement, c'est les produits financiers. Parce qu'on parlait des milliards, et puis on nous rejette toujours en pâture le fait de dire « Ah mais oui, mais il n'y a pas de sous pour les caisses ». Les produits financiers, à l'heure actuelle, les derniers chiffres, les montants, je parle en France, hein, bien sûr, produits financiers en France, montant global 318 milliards. Alors, on va faire juste des maths très très simples, hein, c'est très basique, en opposant une cotisation à la même hauteur que le taux des entreprises, on arriverait à dégager des gains qui seraient pour la sécurité sociale, hein, je vous parle pour chaque branche par rapport à 318 milliards. Donc les gains s'élèveraient à 41 milliards pour la branche maladie, 26 milliards pour les retraites, 17 milliards pour la branche famille, soit 84 milliards par an. Donc quand on vous dit à l'heure actuelle il n'y a pas de sous pour la sécu, c'est qu'on ne va pas la chercher au niveau. Parce que les sous ils y sont. Mais effectivement, on les détourne. Et on vous dit non, pas le produit financier, pas les actionnaires, il ne faut pas toucher ça. Non, on va aller toucher ça, si on le veut. Donc effectivement, ça peut être aussi la conclusion sur la volonté, et la volonté politique, d'aller chercher l'argent là où il est. Évidemment, quand je vous parle des produits financiers, et la taxation en opposant une cotisation, pardon, j'emploie mal le terme, pas taxer, mais c'est imposer une cotisation. Tout à l'heure, j'entendais les chiffres par rapport à l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards. 100 milliards dans notre pays. Ça a été chiffré à 1000 milliards en Europe. Mais on va rester dans notre pays, on va rester modeste avec nos 100 milliards d'évasion fiscale. Je fais le lien parce qu'on pourrait vous dire, oui, mais vous parlez d'évasion fiscale, c'est les impôts, la sécurité sociale, c'est la cotisation, vous vous battez pour ça. Oui, mais il faut comprendre aussi qu'à travers l'évasion fiscale, c'est les impôts et donc c'est le budget de l'État. Et moi, pour expliquer un peu pourquoi ce gouvernement veut avoir la main sur la sécurité sociale, je prends toujours l'exemple de, voilà le budget de l'État, qui est à peu près de 350 milliards. 350 milliards par an. Et voilà le budget de la sécurité sociale qui avoisine les 550 milliards. D'accord? Donc vous comprendrez que déjà ils ne sont pas très bons pour gérer 350 milliards. Ils se disent qu'ils arriveront plus facilement s'ils ont 550 milliards de plus dans les caisses. Mais moi je leur dis en premier lieu, avant de récupérer et de nous voler 550 milliards, récupérer déjà 100 milliards par an d'évasion fiscale. C'est déjà un travail à faire et c'est déjà des sous qui rentreraient dans les caisses. Donc effectivement, ça nous justifierait moins la fameuse excuse, vous savez, on n'a pas d'argent. Oui, on a de l'argent. Oui. Non? Pardon, excusez-moi. Donc, effectivement, et ça a été posé tout à l'heure par rapport à la récupération des cotisations, les problématiques d'effectifs, ils sont de pair aussi par rapport aux impôts. Patrice pourrait en parler mieux que moi, mais quand on parle de lutte fiscale, on en met les moyens. C'est pas juste faire un discours de dire on va se battre, mon ennemi c'est la finance, etc. C'est derrière ça, c'est quels moyens on met. Ça fait des années qu'on vous parle de lutte contre l'évasion fiscale. Au niveau européen, on n'est pas capable de s'harmoniser. Moi j'ai envie de dire, déjà au niveau français, il faudrait être capable de le faire aussi. C'est-à-dire qu'un moyen de donner les moyens aux institutions financières de faire une vraie traque à l'évasion fiscale. Donc donner les moyens derrière. Évidemment, quand on parle des moyens, quand on parle d'évasion fiscale, moi je fais le lien à une nouvelle proposition, c'est travailler sur une meilleure répartition des richesses. Quand je vous dis ça, j'ai tout dit, mais la meilleure répartition des richesses,
j'ai envie de dire, c'est le fond du problème de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, la sécurité sociale, c'est on met tous dans le même pot, et qui que vous soyez, on vous donnera la même prestation. Et la répartition des richesses, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a ceux qui sont en haut, et qui ont la richesse, qui se disent, mais moi, je ne veux pas partager. Moi, ce que j'ai, je le garde. Les autres, débrouillez-vous. Donc, effectivement, c'est le fond du problème. Mais je vais l'élargir plus loin que ça, parce que... non, il ne faut pas l'élargir plus loin que ça, pardon. Non, parce qu'il y a des chiffres qui expliquent. Dans les années 70, 100% de la richesse créée, 70% allait aux salariés. Aujourd'hui, cela représente à peine 60%. Et on voit que la part, selon les entreprises, diminue toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, le patron récupère toujours, et en plus qu'il récupère pour lui, maintenant il a incorporé cette notion d'actionnaire, et il préfère rémunérer l'actionnaire au détriment de sa propre entreprise. C'est-à-dire que le salarié est la variable d'ajustement. Si demain il faut dégager des profits, même si l'entreprise fait des profits elle-même, il faudra en dégager plus pour le donner aux actionnaires, et donc la seule variable c'est quoi? C'est de licencier des salariés, et donc de dégager des gains de productivité derrière. Donc, il faut accélérer. Je vous le fais en live, hein, je ne mens pas. Hein. Donc, oui, c'est important de le savoir. Donc, effectivement, travailler sur la répartition des richesses, c'est aussi travailler sur l'égalité homme-femme. On sait que ça dégagerait des milliards chaque année, l'égalité homme-femme. Et puis la répartition des richesses, j'ai envie de dire, c'est tout simplement de payer le travail à sa juste rétribution. C'est-à-dire passer par des augmentations de salaire. Et quand on parle d'augmentation de salaire, ça veut dire plus de cotisations et donc un financement mieux géré par la sécurité sociale. Alors, comme il faut que j'accélère, je parle de la prévention. Parce que, effectivement, la sécurité sociale, c'est aussi soigner, donner l'accès aux soins, etc. Mais la part de la prévention a été bien souvent oubliée. Moi, je le vois, je travaille dans la branche maladie, le service prévention. Il n'y a pas grand monde. Hein. Vous tapez, bien souvent, il n'y a personne dans la pièce, mais ils ne sont pas là parce qu'il n'y a personne. La prévention est vraiment passée au second degré, alors que ça devrait être quelque chose, un objectif prioritaire, parce que si on fait un vrai travail de prévention, derrière on évite les accidents de travail, on évite les maladies professionnelles, donc c'est des économies dans un premier temps, et puis c'est aussi des vies, et c'est une qualité de vie et de santé qui est améliorée. Donc effectivement, il faut redonner aussi les pouvoirs aux instances, c'est-à-dire que la médecine du travail, remettre des CHSCT, puisqu'à travers les différentes lois qui ont été posées et la destruction des CHSCT et la mise en place de commissions fantoches, on a bien vu que les conditions de travail derrière se sont dégradées. Donc la remise en place des CHSCT, pour moi, c'est primordial. Quelques chiffres pour vous illustrer ça. Le coût des maladies liées au travail représente en 2006 entre 2,6% et 3,8% du PIB, soit un montant estimé entre 46 milliards et 68 milliards par an. Vous vous rendez compte des économies qu'on pourrait faire? Alors, je parle en termes d'argent, mais aussi en termes de vie, parce que là-dedans, vous avez aussi des gens qui, au bout du bout, décèdent. Voilà. Donc, il y a un vrai travail là-dedans, et puis ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les deux pendants de la prévention, pour moi, c'est la CEPAM par rapport à la santé publique, et de l'autre côté, c'est la CARSAT avec la santé au travail. Et c'est pas aussi innocent si on s'attaque en ce moment à la CARSAT. On s'est attaqué au CHSCT, on s'attaque à la CARSAT, on a réduit les visites médicales, etc. Et on continue ce travail-là. Donc là, il y a un vrai travail à faire. C'est trop long, je le sais, mais bon, on va continuer. Redéfinir une politique du médicament. Parce que quand on parle de trop de dépenses, il faudrait savoir qu'on valide quand même des budgets au niveau de la recherche et du médicament qui sont concrètement une escroquerie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on fait du business sur le dos de la caisse et du budget de la sécurité sociale. Donc, il faut reprendre
le pouvoir au niveau de la recherche et des médicaments, notamment en créant un pôle de médicaments, un pôle de la santé national public, où à un moment c'est nous qui gérons ça, du début à la fin. Et on le dit très clairement, hein, ça reprend tout, mais la santé n'est pas une marchandise, mais d'autant plus quand on voit la force des lobbies pharmaceutiques et des laboratoires. Donc à un moment, ce pouvoir-là, il faut aussi le reprendre parce qu'il fait partie de la santé. Quand vous voyez le prix des traitements, vous vous dites heureusement qu'on a la sécurité sociale, parce que ça explique aussi l'explosion de la marchandisation de la santé. Tout simplement, le plus bel exemple, c'est les États-Unis, puisqu'on le prend souvent comme modèle. Aux États-Unis, c'est 2 foyers sur 3 qui ont endetté pour raison de santé. C'est pas pour rien, quand vous voyez le prix des traitements et des médicaments. Donc sur ça, là aussi, il faut qu'on reprenne la main. Et donc, comme on parle de reprendre la main, ça me permet de faire la bascule sur la réponse de Patrice. Effectivement, pour reprendre la main, il faut reprendre la main sur nos conseils, puisque malheureusement, c'est plus que des conseils, et ça a été des conseils d'administration jusqu'en 1983, où on avait des vraies élections, hein, au suffrage universel. Donc on élisait les membres, on élisait le président. Et là, on avait une vraie représentation. Alors certes, en 1967, on est tombé sur la parité, ou justement sur les conseils, on avait quand même jusqu'en 1967 la majorité, puisque les salariés, c'était 3 salariés. En proportion, c'était 3 sur 4. Les 3 quarts, c'était des représentants des salariés, des assurés, et c'était 1 quart pour le patron. Avec la parité, il faudrait revenir sur la parité aussi. Mais j'ai envie de dire, déjà, si on revient sur le principe d'avoir des vrais conseils d'administration qui seraient déjà plus proches de la réalité et plus représentés par des assurés et non pas par des politiques dictées au niveau national, on reprendrait aussi ce pouvoir-là sur la sécurité sociale, qui, ne l'oublions pas, n'est pas à l'État. La sécurité sociale est aux citoyens et aux salariés. Donc c'est aussi important de remettre cette notion démocratique dans la réappropriation de la sécurité sociale. Je ne sais pas du coup si j'ai répondu, mais... C'est la fin du suspense. Voilà, c'est ça, c'est la fin du suspense. Mais... Alors la fin du suspense, je vais vous la faire parce qu'il y a de vraies économies à faire à la sécurité sociale. Quand je parle de vraies économies à faire, évidemment, ce n'est pas de faire la chasse aux assurés comme certaines politiques aiment le faire, mais de vraies propositions pour économiser sur les dépenses de la sécurité sociale. Moi, j'ai noté mettre fin au système des ARS et redonner une vraie autonomie à nos établissements publics. Parce qu'effectivement, quand on vous parle du millefeuille administratif, l'ARS, c'est en fait l'instrument. C'est quoi? Je suis vraiment trop long, hein. C'est vraiment l'instrument du gouvernement pour détruire nos établissements publics. Et on le voit très bien quand les camarades des hôpitaux vont discuter avec l'ARS, quoi. C'est en gros, nous on est là, on prend les enveloppes, on distribue public, privé, et puis à un moment, alors plus d'ARS. Plus d'ARS, on va faire des économies, et puis les personnels qui étaient à ARS, peut-être qu'on les remettra soit dans les organismes sociaux, soit on les remettra dans les établissements hospitaliers. Voilà. On a de quoi gérer ces emplois-là. La deuxième proposition, c'est la fin du financement de la T2A. On sait que ça a créé une vraie problématique dans nos établissements hospitaliers, et puis surtout, elle n'est pas motivée, elle n'est pas justifiée, et je pense qu'on a de vraies propositions pour avoir un vrai financement sur nos établissements hospitaliers. Mettre fin au partenariat public-privé, ça j'y tiens énormément parce que ça fait le lien aussi avec les ARS, c'est-à-dire que avant on avait notre argent de la sécurité sociale et on le distribuait aux établissements publics. Et là, depuis quelque temps, avec ces idées libérales, on a dit bon, mais puisqu'ils font la même mission, on va mélanger le public et le privé. Et on les mélange tellement qu'on mélange même les budgets. Le seul problème, c'est que les sous de la sécurité sociale doivent aller dans les établissements publics. Ils n'ont rien à faire, aucun euro n'a à faire dans les poches du privé. Le privé, c'est le privé, il se démerde. Le public, c'est la sécurité sociale. Donc, à un moment, tous ces partenariats où, au final, le public est toujours pénalisé, il faut y mettre fin. Favoriser des nouvelles formes de marche non marchande d'exercice de la médecine comme les centres de santé.
effectivement, moi je vois beaucoup de marchandisation, et sur le domaine hospitalier notamment, et je pense que les centres de santé, tout simplement, c'est une bonne option dans le sens de dire, on peut faire de la santé, on peut faire de la santé non marchande, et on peut nous la gérer. Plus de dépassement d'honoraires, mais une révision des tarifs au plus juste pour ne pas léser ni l'assuré ni le professionnel de santé. Ça aussi j'y tiens, parce que quand on voit les tarifs, et surtout quand à la CGT on parle de 100% sécurité sociale, 100% sécurité sociale, ça veut dire aussi, c'est si on vous rembourse à 100%, mais que la consultation vous a pris un dépassement qui représente le double ou le triple, c'est bien de vous avoir remboursé la part sécurité sociale, mais le vrai travail, ça serait d'avoir des prix justes et d'arrêter les dépassements. Voilà. Donc on a un vrai discours à avoir avec les professionnels de santé pour avoir des vraies tarifications, parce qu'effectivement, tout acte et tout travail mérite salaire, mais à un moment, les dépassements d'honoraires, c'est terminé. Ça aussi, et ça engendrerait aussi cette répartition au niveau du domaine assurantiel et de la sécurité sociale. Pourquoi les dépassements d'honoraires ont fleuri? Parce qu'à un moment, on vous vend des mutuelles qui vous remboursent ça. Donc on fait de la marchandisation là-dessus. Si demain on vous dit qu'il n'y a plus de dépassement d'honoraires, vous allez voir que les assurances et les mutuelles vont avoir beaucoup plus de mal à vous démarcher par rapport à vos adhésions. Donc voilà, je vais m'arrêter là puisqu'il paraît que j'ai été hyper long. On va y parler. Mais voilà, je pense qu'il fallait quand même être force de proposition, parce que bien souvent on nous dit vous êtes contre, mais vous l'avez bien compris, de l'argent il y en a, des propositions il y en a, à plus ou moins long terme, et on a l'incapacité d'avoir une sécurité sociale digne de notre pays, qui va nous sortir de notre torpeur, puisque là, à l'heure actuelle, vous avez des gouvernements qui, à part vous donner une fatalité d'austérité et de négativité, moi je pense que la sécurité sociale du XXIe siècle, c'est de vous fournir du bonheur. On vous compare surtout, voilà ma finalité, on vous compare et on vous dit toujours, il faut comparer au PIB. Moi je parle surtout du PIB. Alors c'est le bonheur intérieur brut. Et je pense qu'il faudrait plus en parler que du PIB. Voilà, pour moi c'est fini. Alors, parce que malgré tout, Jean-Marie a oublié une proposition de la CGT sur la question du financement. Je passe 2 minutes la parole à Lionel, en lien y compris avec l'intervention qu'il a fait sur la question des 35 heures, et je vous propose, si vous êtes d'accord, 2 mots de conclusion, mais pour le coup, je m'arrêterai à 2 mots de conclusion. Oui, très rapidement, puisque c'est une question apparemment qui est ressortie de Facebook, et je vous rassure, sans reprendre toutes les propositions de Jean-Marie et de la CGT par rapport à la Sécu, voilà, alors les 32 heures, effectivement, pourquoi les 32 heures bien évidemment, bon, déjà parce que c'est une loi de progrès social, de progrès humain, et que, bon, voilà, je veux dire, dans l'histoire du mouvement social, c'est aujourd'hui on voit un patronat qui s'étrangle quand on parle des 32 heures, mais j'ai envie de dire, le patronat il s'est tout le temps étranglé depuis la nuit des temps, depuis la fin du 19e siècle sur le travail des enfants jusqu'à la semaine de 40 heures et les accords de 36, etc. Le patronat a toujours trouvé à redire sur les avancées sociales, les mesures de progrès humain qui ont été défendues et arrachées, parfois au péril de leur vie, par nos prédécesseurs et par voilà, les travailleurs. Donc, rapidement, pour tordre le cou à aussi ce qu'on entend sur les 35 heures sans arrêt, orchestrées depuis maintenant plus de 25 ans, plus de 20 ans par le patronat, sur les 35 heures, machin, etc. Le bilan rapide, 35 heures, les 35 heures, c'est 350 000 emplois directs créés.
Voilà. C'est le seul dispositif sur les 30 dernières années qui a permis de telles créations d'emplois directs, source INSEE, IGAS, hein, et sans compter les emplois indirects qui ont été très nombreux par rapport au RTT, avec un impact fort sur les loisirs, le tourisme, le bricolage, etc. Je passe, donc voilà. Et en plus de ça, aussi ça, pareil, contrairement à ce que prétend la propagande patronale, c'est, selon l'INSEE, 7% de hausse de productivité, tous secteurs confondus. Hein, voilà. Voilà pour les 35 heures. Et les 32 heures, bien évidemment, aideraient au financement de notre sécurité sociale. C'est une proposition sur laquelle il faut qu'on soit, mes camarades, totalement décomplexés et face à la propagande patronale. Ça permettrait un meilleur partage du travail. Il a dit Jean-Marie, alors que le chômage explose, etc., et qu'on tend de plus en plus vers un système de charité et de précarisation à outrance au niveau des emplois, ça permettrait un meilleur partage du travail, donc plus de cotisants, donc plus de cotisations pour financer notre sécurité sociale, moins d'inégalités salariales, notamment pour les temps partiels. Hein, rien que ça, au niveau des temps partiels, ça permettrait de rapporter 8 milliards d'euros en plus de cotisations pour le financement de notre sécurité sociale. Voilà, je m'arrête là. Hein, pour pas être trop long, et je laisse la parole à Hélène pour conclure momentanément. Voilà. Oui, et la question des 32 heures, c'est surtout une question de réappropriation des richesses créées par les travailleurs aussi. 2 mots, et vraiment 2 mots, pour conclure cette soirée, mais pas les débats, car nous nous devons de les poursuivre partout dans les entreprises, avec les salariés, auprès des retraités, des jeunes et des privés d'emploi, afin de faire partager le plus largement possible que le maintien et le développement de la sécurité sociale au même titre que les services publics, que notre tissu industriel, que nos libertés collectives et individuelles sont bien des enjeux de société liés aux uns aux autres, que la France, 6e puissance mondiale, a les moyens financiers pour répondre aux droits et besoins sociaux des salariés et de toute la population, que cela dépend uniquement des choix politiques, qu'il est donc urgent d'arracher une autre répartition des richesses et d'autres choix de société. Jean-Claude le disait tout à l'heure, Ambroise Croizat disait « Jamais nous ne tolérerons que soit rogné un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie que cette loi humaine et de progrès. Parce que nous sommes la CGT, nous poursuivrons tous ensemble sans relâche ce combat. C'est d'ailleurs ce que nous ferons dès ce samedi en manifestant pour l'emploi, pour une loi interdisant les licenciements, pour l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, contre la réforme d'assurance chômage et pour le retrait dans son intégralité de la loi de sécurité globale pour nos services publics et pour notre sécurité sociale. Je vous donne donc rendez-vous ce samedi à 14 h au Vieux-Port. Merci à tous. Thank you.